Salam alaikum Azoul, bonsoir. Grosse panne d'Internet hier, un peu partout en Algérie. Panne entre guillemets, bien sûr. En fait, je crois qu'il faut plutôt parler de coupure. Coupure délibérée pour des raisons inavouables, bien sûr. Il faut savoir, et le discours du système sur la question est là pour le confirmer, qu'Internet est devenu la principale hantise du régime. Au point où Yahya demande aux militants du RND et aux autres Baltagia d'investir massivement les réseaux sociaux pour, je cite ses propres paroles, défendre le pays sur Internet. Chat échaudé craint l'eau froide. اللي لدرته اللفعة يخاف من الحبيلة والله يخاف من الطرفة. Le régime a vu le rôle catalyseur, rassembleur qu'ont joué les réseaux sociaux dans les printemps des peuples. Oui, les printemps des peuples. N'en déplaise à ceux qui tentent de nous faire croire que les peuples ont été manipulés, qu'ils étaient bien plus heureux sous la férule de leurs despotes qui tentent de nous faire avaler, que les Égyptiens étaient bien plus heureux sous Moubarak, que les Tunisiens étaient bien plus heureux que sous Ben Ali, et les Libyens sous Kadhafi, et les Syriens sous Bachar. Si les processus de libération ont malheureusement dégénéré, s'ils ont été dévoyés, ce n'est pas parce que les peuples se sont soulevés, ce n'est pas parce qu'ils ont eu des sursauts de dignité, mais pour d'autres explications bien plus profondes, plus vraies, et que personne n'évoque, bien sûr, parce que ce n'est pas pour rien que les despotes et toutes les forces noires investissent autant dans les médias, dans les intellectuels marrons, dans les partis maisons, dans les baltagiers tonitruants. Si les révolutions des peuples ont été déviées du cours que les peuples voulaient leur donner, c'est parce que les régimes mortifères qui ont été balayés ont fait en sorte que sans eux, cela ne peut être que le déluge. Parce qu'ils ont réussi à extirper de leur peuple, que dis-je, de ceux qui sont devenus leurs esclaves, les valeurs les plus nobles. C'est parce que des forces réactionnaires se sont engouffrées dans les dynamiques de soulèvement et qu'elles les ont captées, dans l'intention délibérée de les faire capoter, pour venir après s'imposer comme seule alternative. Si ces processus révolutionnaires ont malheureusement été détournés, dévoyés, c'est parce que les despotes qui ont été balayés avaient réussi à faire le vide, le désert politique, qu'ils ont corrompu ou neutralisé toutes les forces vives, tous les acteurs politiques sains. Si ces processus ne sont malheureusement pas allés jusqu'à leurs buts espérés, c'est parce que des forces supranationales tapies dans l'ombre les ont récupérés pour les miner, pour les saper, pour les retourner contre les peuples qui ont cherché à se libérer, à briser leurs chaînes, qui ont compris que leur force est dans leur union. Si aujourd'hui, au sein même des peuples qui se sont soulevés contre l'oppresseur, qui ont cherché à recouvrer leur souveraineté, leur dignité perdue, des voix se font entendre pour dire « Inna al-Buha Thora ». Ce n'est pas pour rien. C'est juste que les trop longues, les trop dures dictatures continuent de donner leurs fruits amers. C'est parce que des forces dont personne ne peut imaginer la formidable puissance continuent d'empêcher les processus de libération d'aller à leur accomplissement. C'est parce que nos pays ont été vidés de leurs élites. Et c'est surtout parce que nous avons perdu de vue que sans une véritable révolution culturelle, nous ne pourrons jamais nous libérer. Une révolution culturelle. La réappropriation d'une vision, d'un SMIG de dignité. Si nous sommes devenus colonisables, corruptibles, opprimables, harkisables, et que bien souvent nous donnons le bâton pour nous battre, et que bien souvent nous aidons nos régimes oppresseurs à broyer nos propres frères,
c'est parce que nous avons été conditionnés pour devenir ce que nous sommes devenus. C'est parce qu'on nous a inculqué des contre-valeurs au plus profond de nos entendements. C'est parce qu'on nous a appris à nous résigner. C'est parce qu'on nous a inséminé l'idée que quiconque dénonce le régime qui nous opprime attaque le pays. Lorsque Yahya demande à ses militants et à ses baltagirs d'infester les réseaux sociaux pour défendre l'Algérie, Zama, c'est défendre le régime qu'il voulait dire. Et lui-même, en son intime conviction, a fini par croire que l'Algérie, c'est lui et ses sbires, lui et ses comparses. Et c'est dans la même logique que le même Yahya et tous ses acolytes du même régime s'en prennent avec une rare violence à Al-Magharibiya. C'est parce qu'ils savent que c'est de ces réseaux sociaux et des chaînes de télévision libres que viendra la révolution culturelle, celle qui consistera à libérer les esprits, les consciences, d'abord, à en extirper les contre-valeurs que le régime y a inséminées. En attendant, le régime a dû se rendre à l'évidence. Il sait désormais que malgré tous ses efforts, ses manipulations, ses subversions, malgré les milliers de baltagias qu'il a injectés dans les réseaux sociaux, malgré le travail de sape des équipes hyper qualifiées de hackers, de la DGSN, de la gendarmerie, de la police, de l'armée, de l'ex-DRS, qui travaillent pour lui, les réseaux sociaux sont un territoire libéré, l'avant-garde de ceux qui se battent pour libérer l'Algérie des prédateurs qui y sévissent. Ils n'ont plus d'autre choix donc en ces moments de grands troubles, en ces moments cruciaux, où la succession de Bouteflika devient imminente, en ces moments tragiques où les mesures d'austérité vont s'abattre sur les plus faibles, les plus pauvres, les plus démunis. Le régime n'a plus d'autre choix que de tout déployer pour tenter de contrôler ses réseaux sociaux. Et la coupure d'hier procède de cette préoccupation. Le régime cherche certainement à contrôler le fameux interrupteur pour couper les Algériens de ceux qui les informent, de ceux qui les guident, de ceux qui veillent à la sécurité du pays, pour éviter que la violence ne s'installe et qu'elle ne soit la seule réponse du peuple au régime qui le broie. Parce qu'il ne faut pas douter que ce régime va tout faire pour inciter la jeunesse et les travailleurs à sombrer dans la violence. La seule possibilité, en fait, pour lui, qui puisse le sauver, ce régime. Comme cela s'est passé en Syrie, où, sans violence, le régime n'aurait pas survécu. Et donc, sans violence et avec les formidables moyens de lutte que sont les réseaux sociaux et les chaînes de télévision libres, les régimes oppresseurs seront vaincus. CQFD. Aujourd'hui. Le matin, Abdelmalek Sellal à Sharq al-Awsat. Pas de prisonniers d'opinion en Algérie par Habib Khalil. Algérie Focus. Coupure de l'ADSL ce matin. Algérie Télécom évoque des problèmes techniques par Massi M. Chouf chouf, coupure d'internet. Le trafic est totalement rétabli selon AT par Amel Touati. Internet, la hantise du régime algérien. Je vais me lever pour vous laisser voir le background d'aujourd'hui. Hein. Vous voyez les fameux pouces de Facebook menottés. Et donc j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir sur le plateau Faisal Ansar, très connu pour avoir lancé le fameux Algérie Focus. Et donc, vous vivez ici, je crois. Je vis à Paris. À Paris, très bien. Je suis très content de vous avoir, Faisal. Et je suis très content aussi d'avoir avec nous Samir Bellateche. Bonsoir, Djameldi. Quasiment le vétéran des blogueurs algériens, ou du moins l'un des tout premiers blogueurs. Un des anciens, mais il y en avait quand même, notamment Djameldi Moussnou. Oui, moi je suis venu après. Et donc, et au téléphone, nous aurons Maître Salah Dabouz qui sera avec nous. Je rappelle qu'il est
donc le président du bureau de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Et nous aurons Miret Gassem, rédacteur en chef. On dit rédacteur en chef ou des rédactrices en chef? C'est les deux, je pense. Les deux? D'accord. C'est une femme rédactrice, je pense. Ben voilà, rédactrice en chef de Bab Zman, qui sera avec nous au téléphone aussi. Alors, Faisal Ansar, vous avez entendu parler donc de cette coupure d'hier d'Internet? Oui, comme n'importe quel comment dire, utilisateur des réseaux sociaux, donc je fais une partie de ma revue de presse en allant faire ma petit tour sur Facebook, sur Twitter, etc. Donc je me suis rendu compte qu'il y a une coupure, mais c'est un truc qui est assez récurrent en Algérie. C'est vrai que c'est à un certain moment, à la dernière coupure, elle remonte... le bac, les épreuves du bac. Voilà. Donc, voilà. Mais on dit que pour les épreuves du bac aussi, ça a été l'occasion de tester donc, le fameux interrupteur. En plus, il y a eu aussi l'histoire du câble qui a été sectionné. Là, c'est un accident. Plutôt. Voilà. Donc, du coup, c'est un phénomène qui est assez récurrent en Algérie, qu'on coupe Internet. Voilà, j'ai appris la nouvelle en voyant que les gens avaient des difficultés à se connecter. Puis voilà, il y avait moins d'activités, moins de posts, etc. Donc je me dis, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Et après, j'ai été un peu chercher l'information et je me suis rendu compte qu'il y a une coupure d'Internet, effectivement. Mais moi, ce qui m'a étonné, vraiment étonné, j'ai imaginé que le même phénomène ait pu se produire ici en France, par exemple. Ça aurait été le tollé général, ça aurait été la une de tous les journaux, de toutes les chaînes de télévision, de tous les journaux. Une coupure générale, vous imaginez, qui concerne tout le pays. En Algérie, c'est comme si rien ne s'était passé. La plupart des titres n'ont même pas traité de la question. L'administration et les autorités à qui on a posé des questions, à qui certains journalistes ont posé des questions, ont répondu qu'ils ne connaissaient même pas la cause, vous imaginez, ils n'ont aucune idée. Alors, ceci ajouté à la difficulté, à la très grande restriction de la connectivité. C'est-à-dire en Algérie, pour voir une simple vidéo YouTube, généralement, ça vous prend 1 heure. Contrairement à la Tunisie ou au Maroc, où on peut à peu près voir Internet de façon presque normale, presque comme... Donc déjà, en plus de la restriction de la connectivité, ces menaces de coupure, pourquoi, d'après vous, Samir? Je pense qu'on peut dire depuis au moins une dizaine d'années qu'on observe un peu l'Internet algérien, et ça fait 10 ans qu'on le dit que l'Internet algérien est un des pires au monde. Oui. On le disait déjà avec Faisal du temps, quand Faisal était à Algérie Focus, on disait déjà qu'il y avait un véritable problème. On a une des plus mauvaises connexions au monde. Il n'y a pas de contenu sur l'Internet algérien. Les gens, ils ont peur. Je pense qu'on parlera de ça, les arrestations qui se produisent. Justement, on va y arriver. Par rapport aux blogueurs. Et du coup, ça fait 10 ans qu'on constate que nous sommes malheureusement les derniers au monde sur l'Internet. Oui. Et ça, c'est un drame. C'est-à-dire, comme vous disiez là il y a 2 secondes, c'est des choses qu'on ne verra pas en France. En France, les gens tiennent à leur liberté d'expression. On n'arrête pas les gens parce qu'ils se sont exprimés librement sur Internet. Au pire, quand il y a diffamation, etc., il y a des condamnations avec sursis, il y a des amendes à payer. Quand il y a quelque chose de lourd qui a été dit par un internaute sur sa page Facebook. Sinon, on n'emprisonne pas les gens pour ce qu'ils font sur Internet et parce qu'ils ont exprimé leur point de vue. Du coup, non, c'est un triste sort, en fait, qu'on fait vivre aux Algériens. Ça se passe à propos de l'Internet comme ça se passe sur tous les autres sujets, en fait. Mais, Samir, une question qui vous concerne, vous, en particulier. Vous êtes un archétype en la matière. Les persécutions, les gens qu'on lâche sur vous, les fameux baltagia, les cyber-baltagia, comme on les appelle, pour des blogueurs comme vous, par exemple, qui êtes actifs, on lâche généralement sur vous les baltagia du DRS, les baltagia, les fameux, qui a été créé, en fait, soi-disant, pour lutter contre la cybercriminalité. Mais en fait, c'est pour s'attaquer aux blogueurs qui essayent d'éveiller les gens. Samir, par exemple, est une des cibles privilégiées de ces cyber-baltagia. À votre avis, ils sont organisés à ce point pour pouvoir s'en prendre un peu à tous ceux qui tentent un temps soit peu de s'activer? À mon avis, oui. Et ça avec quelques détails, c'est-à-dire il faut un peu... je pense qu'il y a quand même
Et on l'a su par des fuites qui se passent au niveau du régime et tout, qu'il y a des équipes qui ont été mises en place pour surveiller, pour crier sur les gens, les menacer, etc. Tous ceux qu'on n'arrive pas à contrôler, ben, il faut essayer de leur faire barrage. La menace, la diffamation, dénonciation calomnieuse. Assez méchante des fois, assez méchante. On connaît l'histoire de ce fameux blogueur qui a essayé de dénoncer le DRS. On lui a envoyé une fille, elle a eu des rapports, j'allais dire, épistolaires avec lui, puis des photos. Et puis ils ont publié ces photos et ils l'ont poussé. Et finalement, il a fait une confession récemment. Hein, je parle de M. Bouakès, pour le nommer. Ouais. Il est arrivé, il a fait une confession, il a dit « Non, je regrette, j'ai trahi mon pays, le DRS n'a rien à voir, je n'ai rien fait » et tout. Parce qu'ils l'ont fait chanter, ils lui ont dit « Où tu dis ça ?» Ou on republie les photos et donc voilà. Non, on menace les gens, menace les gens. Oui, en plus des menaces. On divulgue les informations familiales. On diffuse son numéro de téléphone, son adresse, enfin des informations privées, etc. Et du coup, non, les Algériens, ils sont menacés partout, y compris sur Internet. Et cette fameuse restriction de la connectivité, ils s'en prennent comment? Ils s'y prennent, comment pour... Je pense techniquement, parce qu'il y avait plusieurs, à la base, il y avait au moins deux fournisseurs en fait. Il y avait un fournisseur privé, il y avait un fournisseur étatique. Après, on connaît l'histoire, ils ont réussi quand même à récupérer l'Internet. Hein. Maintenant, c'est l'État qui gère l'Internet. Et donc, après, techniquement, ils peuvent gérer le débit. Hein. Ils peuvent mettre, c'est comme un robinet, soit ils ouvrent au maximum, soit ils ouvrent un peu, soit il y a un petit filet, soit on a un flux plus important. Donc techniquement, c'est possible de réduire le... C'est fait exprès, hein, c'est fait délibérément. Oui, parce que... Ce ne sont pas des contraintes. Non, techniquement, maintenant, c'est même des pays africains, ils arrivent à avoir un Internet au débit, etc. Je veux dire, techniquement, maintenant, on a les moyens d'avoir un haut débit en Algérie. Hein. On a les moyens financiers, on a le moyen technique. Après, je pense qu'il y a une volonté de, justement, d'empêcher les gens qui sont sur Internet d'accéder à de l'information, d'échanger. En fait, malgré ça, les gens, moi, à chaque fois, je retourne en Algérie au moins une fois par an, et donc du coup, je me connecte, hein, comme tout le monde, sur les cyber. Ça fait 15 ans quand même, je suis un peu l'Internet algérien, et là, je le suis de loin, pas en tant que journaliste, mais on a lancé, Samir s'en rappelle, vous-même aussi, un journal en ligne, etc. Oui. Donc moi, dès le départ, je croyais au potentiel et l'importance de l'Internet en tant que média et en tant qu'outil de communication, d'épanouissement intellectuel, économique, etc. etc. Et donc aussi en tant qu'outil politique. Oui. Dans le sens où les gens, s'il y a une fenêtre qui est ouverte sur le monde, c'est comme les voyages. Hein. Le tourisme en Algérie, hein, si on ouvre le tourisme, il n'y a pas que déplacement de personnes, il y a toujours déplacement des idées avec. Et donc Internet, c'est justement ce déplacement, pas physique mais virtuel des gens, et déplacement des idées aussi. Donc donc les Algériens sont confrontés à d'autres idées, etc., notamment les idées révolutionnaires. Mais on dit que le régime recourt aussi à des sociétés étrangères très, très spécialisées, très qualifiées dans ce genre de chichi, de choses pas très nettes. L'espionnage des blogueurs, le sabotage, le hackage, le sabotage des comptes. Moi, je me rappelle quand on avait lancé les journaux en ligne, Samir, tu te rappelles comment on nous sabotait à chaque fois on nous hackait Absolument. Non, ils ont des hackers. Il y a des sociétés étrangères, c'est vrai cette rumeur de sociétés étrangères, américaines, françaises et tout, qui travailleraient sur ça? Moi je le dirais de cette manière. Après que les régimes libyens et tunisiens, qui sont nos voisins, qu'on connaît un peu quand même, après qu'ils soient tombés, on a appris que ces régimes-là faisaient appel aux des sociétés de surveillance et d'espionnage. De surveillance et d'espionnage qui sont souvent françaises, italiennes, anglaises, américaines. Et ils payent très très cher des spécialistes qui viennent soit hacker les sites, soit surveiller les comptes mail, des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Exactement. Bien sûr que maintenant, on ne peut pas le savoir. Nous sommes encore sous la dictature en Algérie. Du coup, on ne le sait pas encore. On ne sait pas ce qui se passe. Par contre, on connaît les pratiques, on sait comment ces gens fonctionnent et on soupçonne fortement
l'existence de ces appareils, de ces outils, de ces spécialistes qu'ils importent et qui doivent payer très cher. De ces officines très occultes qui agissent dans... Je vais revenir à vous dans un instant pour essayer de comprendre pourquoi le régime veut actionner le fameux interrupteur, pourquoi il veut éventuellement pouvoir couper à n'importe quel moment et pour tout le monde l'accès à Internet. Je vais revoir donc pour que nous puissions aborder cette question. Sinon, nous allons recevoir Salah Dabouz. Merci d'être avec nous, Salah Dabouz. C'est moi qui vous remercie. Salah Dabouz? Oui, oui, je vous entends. On n'entend pas très bien Salah Dabouz, s'il vous plaît. Allô, oui, je vous entends. Très bien. Merci d'être avec nous, Salah Dabouz. Alors, je voulais vous demander de nous faire un peu la genèse de ces deux blogueurs qui viennent d'être condamnés, un à 2 ans et l'autre à 3 ans de prison ferme. Je crois que nous avons perdu Salah Dabouz, nous allons le retrouver tout de suite. Pourquoi le régime se prépare-t-il éventuellement à actionner le fameux interrupteur, éventuellement pour couper connexion à tout le monde? J'ai pas une réponse, j'ai peut-être des suppositions. Bon, moi, en tant qu'observateur, la situation économique, politique en Algérie, elle est ce qu'elle est. Hein. Ça veut dire c'est une situation assez délicate, très délicate. Donc c'est un peu le grand flou économiquement, avec la chute des prix du pétrole qui dévisse. On parle déjà à l'Algérie, endettement à l'horizon 2017-2018. Un président qui est malade, une crise de succession, etc. Donc, tout ça combiné, j'imagine dans l'esprit de pouvoir actuellement, il dit, à un certain moment, si on n'arrive pas à acheter cette paix sociale, si on n'a pas une réponse économique et une réponse politique satisfaisante, à un certain moment, peut-être il y a des choses qui vont bouger sur le terrain. Et bouger sur le terrain, ça veut dire peut-être des émeutes, etc., etc. Parce que surtout économiquement, je pense, hein. Si on a augmenté déjà, je pense, de 5 dinars le prix du lait, ça a déjà commencé à faire sortir les gens dans la rue, etc. Et peut-être, je ne sais pas, peut-être le régime, à un certain moment, s'il est dépassé par les événements, peut-être il aura recours à la répression. Il a déjà eu recours à la répression dans le passé. Et Internet, juste Internet, ça veut dire à un certain moment, ce qui va se passer en Algérie. Je ne le souhaite pas, mais s'il se passe quelque chose où le pouvoir sera obligé de réprimer des révoltes, etc., ce serait bien que ça ne soit pas relayé par des réseaux qui n'obéissent pas voilà, l'opinion internationale. C'est important, qu'il y ait opinion internationale, des réactions tous les ONG, des droits de l'homme, etc., qui vont faire pression sur leur gouvernement, et ces gouvernements vont devoir faire pression pour calmer un peu. Ils auront besoin d'avoir les coups des franches et à huis clos. Ça se passe à huis clos, un peu comme dans les années 90. Voilà, mais je pense que ça serait vraiment bête de faire ce choix-là, parce qu'actuellement, on est en 2016. Hein, ils ont beau fermer Internet, etc., l'information va pouvoir circuler, parce qu'ils ne vont pas pouvoir couper Internet indéfiniment. Hein, ils la couperont quoi, 1 semaine, 2 semaines, mais l'information finira par passer. Hein. Parce qu'il y a une diaspora, les gens, ne serait-ce que par le téléphone, sur Facebook, ils vont appeler, ils vont avoir l'information, ils vont la passer sur Internet. Je veux dire, s'ils ont ça derrière la tête, c'est vraiment une stratégie très bête, quoi. Salah Dabouz, j'aimerais que vous nous parliez de ces 2 blogueurs qui viennent d'être condamnés, Tijani Benderrah et Adel Ayashi. Bonsoir. Alors, pour ces 2 blogueurs, je pense que c'est dans le cadre d'une restriction globale pour tous les activistes, notamment sur les toiles. Tous les blogueurs et tous les activistes d'une façon générale qui s'expriment sur la toile ont le sentiment ici en Algérie qu'ils sont surveillés de très près. Et même dans nos pages Facebook, nous avons des demandes d'amis qui paraissent très très bizarres, et nous avons ce sentiment d'être agressés dans nos pages. Mais pour certains, ça dépasse. Rappelons-nous le cas de Zulekha Belarbi. Et puis nous avons tout un groupe de blogueurs qui sont en prison actuellement à Rebay, parce que ce sont des gens qui se sont exprimés sur la situation sécuritaire. Nous avons par exemple
Abdelaziz qui est en détention parce qu'il dirigeait un blog, tout simplement à Gherdaya. Et puis, nous avons aussi tous les gens qui se sont exprimés sur son Mohamed Tamelt. Mohamed Tamelt. Voilà, Mohamed Tamelt. Et puis, vous avez tous les blogueurs et tous les gens qui se sont exprimés librement et correctement sur la toile, qui sont soit poursuivis, soit carrément détenus, soit qui subissent des restrictions. Moi-même, je suis sous contrôle judiciaire pour m'être exprimé sur la situation. Alors, attendez, Salah Dabbous, un petit instant. Vous êtes le président du Bureau national de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Et vous êtes sous contrôle judiciaire parce que vous vous exprimez. C'est incroyable. Parce que j'ai dit publiquement qu'il y a des détenus à Mnéa qui sont malades et qui ne reçoivent pas un traitement médical. Ils sont en détention préventive. Et j'ai dit qu'il y a des détenus à Gherdaya qui ont subi des agressions sexuelles. Essentiellement, normalement pour ça. Mais moi, je sais qu'il y a d'autres raisons qui ne sont pas évoquées. Je pense que c'est les vraies raisons parce que j'ai demandé à ce que Yahya soit convoqué pour témoigner parce qu'il détient des informations très importantes sur ce qui se passe à Gherdaya. De toutes les façons, moi je suis sous contrôle judiciaire et je subis des restrictions terribles. Je dois faire 1200 km toutes les semaines parce que je suis avocat et parce que je suis militant des droits de l'homme. C'est pour ces deux raisons-là. Et je rappelle, Salah Dabbous, que vous avez été publiquement, il y a une vidéo qui circule, menacé par le wali de Gherdaya qui a menacé de vous jeter en prison dans le même temps qu'il parlait de l'indépendance de la justice. Oui, ça c'est un discours qu'il avait prononcé. C'est moi-même qui a mis ça sur la toile. Je l'ai publié dans ma chaîne YouTube et puis je l'ai partagé dans ma page Facebook. Et pour montrer ces 10 minutes du discours du wali de Gherdaya, où il n'attaque pas seulement l'avocat et d'autres détenus, mais il attaque même les principes de droits de l'homme. Il déclare publiquement qu'il n'a rien à foutre de ces principes des droits de l'homme. Il prend comme référence les marines, c'est le comportement en violation des principes des droits de l'homme de la police en France qui a réprimé violemment une manifestation. Il dit dans ce discours, voilà mes références, ce sont les marines américains et c'est la police française. Donc moi j'ai publié ça pour dire voilà, je pense que c'est un choix politique. D'ailleurs, je l'ai exprimé dans une interview que un blog m'a accordé. J'ai dit que ça, c'est un choix politique. Pourquoi? Du moment que le pouvoir ne demande même pas des comptes, un wali qui est un haut fonctionnaire, qui déclare dans ce discours qu'il a consulté son hiérarchie pour ça, il a dit on ne prend pas de décision comme ça sans consulter son hiérarchie. Et l'hiérarchie d'un wali, c'est au minimum le ministre de l'Intérieur, si ce n'est pas le Premier ministre, peut-être la présidence, etc. Donc, c'est pas pour défendre ma cause, mais c'est pour donner un exemple. Vous avez l'exemple d'un choix politique déclaré, assumé. Et au sujet de l'exemple de ces deux blogueurs qui viennent d'être condamnés à 2 ans et à 3 ans de prison ferme. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait au juste? Alors, j'ai l'information par certains confrères parce que j'étais pas dans ce dossier pour les raisons que vous connaissez. Mon activité a diminué de beaucoup. Mais je pense que ce sont deux personnes qui se sont exprimées librement. Ils ont exprimé un point de vue politique. Attendez, Salah Dabbous. Ils ont exprimé un point de vue politique. Donc, donc ils sont en prison en fonction de leurs convictions politiques. Exact. Alors Sellal vient de déclarer en Arabie Saoudite, il a déclaré publiquement, officiellement, du haut de la tribune, qu'il n'y a aucun prisonnier politique en Algérie.
Oui, mais il faut expliquer la phrase de Sellel, parce que quand un responsable politique en Algérie prononce une phrase, il faudrait qu'il y ait des gens qui puissent expliquer ces phrases. Quand Sellel dit qu'il n'y a aucun prisonnier politique en Algérie, il veut dire qu'on ne condamne pas les personnes qu'on veut condamner pour une opinion politique. On ne le dit pas dans le jugement. C'est-à-dire quand ils veulent, par exemple, condamner aujourd'hui Maître Dabbouz, ils ne vont pas dire que Maître Dabbouz a une opinion politique ou il est condamné pour son opinion politique ou pour son parce qu'on ne veut pas qu'il exprime librement ce qu'il a exprimé. Ils vont évoquer autre chose. Donc c'est là il veut dire que tous les gens qui sont en prison pour leur opinion politique, officiellement, ils sont en prison pour autre chose. Restez avec nous, Salah Debou, je reviens à vous dans un moment. Et nous accueillons à présent Miret Gassem. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'Internet, ce n'est pas seulement l'activité politique ou l'activisme politique, ce n'est pas seulement l'opposition au régime, ça peut être autre chose. Vous êtes vous-même rédacteur en chef ou rédactrice en chef de Bab el-Zaman. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est? Exactement. Alors, même c'est un portail dédié à l'information socio-culturelle et historique surtout de l'Algérie. Donc, on s'inscrit dans cette ligne-là. On apporte des informations au quotidien en ce qui concerne le patrimoine algérien, l'identité, les esthétiques, l'art, etc. Donc, voilà. Mais sinon, en matière de connectivité, parce que vous êtes capté autant en Algérie qu'à l'étranger, vous avez des problèmes pour être suivi par beaucoup de gens, par autant de gens que vous? Non, écoutez-moi, j'ai pas encore rencontré ce type de problème que vous êtes en train d'évoquer. Disons que j'utilise les outils qu'utilisent tous ceux qui ont justement un portail Internet. Donc, j'utilise les réseaux sociaux, j'utilise tous les moyens qui sont à ma portée pour faire connaître notre site et l'information qu'on passe sur notre site. Donc, honnêtement, après, c'est vrai que c'est un site spécialisé, c'est l'histoire. On aimerait s'adresser à tout le monde, à plus de personnes, effectivement, mais c'est pas non plus de l'information politique qui draine plus de monde au quotidien, donc on n'a pas affaire peut-être au même problème. En tout moment, j'ai pas de soucis particuliers par rapport à la communication, le partage, ou par rapport à mon travail, tout simplement. Comment expliquez-vous que beaucoup de gens se plaignent de cette restriction dans la connectivité, de dire qu'il nous faut des heures pour visionner une vidéo, qu'il y a des coupures tout le temps? Bah écoutez, je pense que ça c'est assez général. Dans tous les domaines, il y a encore énormément de choses qui restent à faire, et notamment effectivement dans le domaine de l'informatique. Surtout qu'aujourd'hui, l'Algérien voyage, il y a matière à comparer. C'est vrai qu'on n'a pas la même vitesse, on n'a pas la même rigueur, on souffre de coupures, on souffre de pas mal de choses. Il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Donc c'est vrai que quand en plus on en fait un petit peu son secteur d'activité, c'est vrai que c'est pas évident au quotidien. Mais encore une fois, moi je reste je dirais pas que, c'est vrai que c'est des problèmes, moi je dirais encore qu'il reste encore pas mal de choses à faire pour atteindre un niveau acceptable et pour nous faciliter les choses aux autres acteurs du net. Restez avec nous, Miret Gassem. Samir, comment expliquez-vous que quasiment toute la presse, en tout cas du moins toute la presse francophone, n'ait pas évoqué cette condamnation des deux blogueurs, je rappelle leur nom, Tijani Benderrah et Adel Ayaji. Pas une ligne, pas un entrefilet, rien. Ou alors certains journaux, m'a-t-on dit, ont fait exact le contraire. Ils leur sont tombés dessus à bras raccourcis. Chose que j'ai vue moi-même, Chorouk, pour ne pas le citer, journal arabophone, et qui leur a tapé dessus, qui a présenté ces deux blogueurs comme étant des gens dangereux que vient de condamner la justice algérienne. Et moi, je rajouterais, si je peux me permettre, même la classe politique n'a absolument rien dit, comme d'habitude, ni ce qu'on appelle... Pas même l'opposition? Moi, j'ai pas vu. De toute façon, c'est pas nouveau.
Les arrestations, on est en train de les comptabiliser depuis quelques années déjà. Des blogueurs se font arrêter. Ni la presse ne se mobilise, ni la classe politique, ni ce qu'on appelle la société civile, qui ne se mobilise pas sur ce genre de choses, ou à peine, de temps en temps, quand c'est un des leurs qui est touché. Et on les voit gesticuler un petit peu parce qu'on a touché à un des leurs. Mais sinon, je pense que les blogueurs et les militants de la base, les pauvres malheureux, parce que je suis désolé, j'ai rien contre, mais Nesli Andoum, entre guillemets, si je peux me permettre de le dire comme ça, la chichi et tout ça, quand ils se mobilisent, bien sûr que c'est toute la presse qui va aller les filmer, les trucs, on nous les impose, ça crève l'écran comme ça. Par contre, les militants de l'intérieur du pays, les blogueurs, ceux qui s'expriment sur Facebook, ou même des militants donc, des droits de l'homme ou des droits sociaux, etc., que les pauvres, les Algériens d'en bas sont abandonnés par tout le monde. Justement, Samuel, vous venez de soulever quelque chose de très intéressant. C'est vrai, pour parler vrai, hein, j'ai remarqué, quand il s'agit de la chichi, comme vous les appelez... J'ai rien contre les gens. C'est une analyse qu'on doit faire, je pense que tout le monde doit le faire. Je reprends à mon compte. La chichi, certains milieux d'éradicateurs qu'on connaît très bien, quand il y a quelqu'un qui est touché, c'est la levée des boucliers. Sur l'autre trottoir, quand c'est un islamiste salafiste pur et dur, qui est pris à partie, c'est pareil. Ils ont une capacité de mobilisation dans les... Mais quand c'est ce profil-là de blogueurs activistes qui essayent de dire les choses, d'informer, quand il leur arrive quelque chose, c'est blackout. Total. Personne n'en parle, tout le monde oublie. Et c'est vrai que même dans les réseaux sociaux, ces deux, Tijani Benderra, ces deux blogueurs, et Aad Layesh, personne n'en parle. Si je peux, excuse-moi, Faisal, juste celle-là, parce que j'y pense là maintenant. Je voulais juste dire que moi, je suis militant politique dans un mouvement et je voulais quand même le dire que nous soutenons ces jeunes. Je suis au CCD, Congrès du changement démocratique. J'en ai parlé avec les camarades et ils disent que, attention, nous, on les soutient. D'ailleurs, dans les équipes d'avocats qui défendent ces jeunes, il y a des avocats du CCD. Du coup, nous, on leur déclare notre soutien, on dénonce avec vigueur et on le dira partout, là où c'est possible, comme maintenant sur un plateau de télévision, qu'il y a des Algériens qui sont arrêtés pour leurs opinions, que des Algériens, on leur fait peur. Les jeunes, ils ont peur maintenant. Ils ne peuvent plus s'exprimer sur Internet. Les rares qui s'expriment, c'est, on va dire, des gens qui ont un peu la tête brûlée, ça, mais la majorité des jeunes, ils ont peur. Il y a de quoi qu'ils aient peur, puisque personne ne prend leur défense quand ils sont pris à partie. La preuve. Alors moi, je relèverais peut-être juste une défaillance au niveau des médias. C'est un peu le rôle des médias. Et le problème en Algérie, c'est que les médias, ils sont idéologisés. Pardon, voilà. C'est-à-dire, on trouve un média d'éradicateurs. Voilà, encore que les médias de salafistes, il n'y en a pas beaucoup. Progressistes, un média un peu plus populiste, pro-gouvernement, pro-pouvoir, etc., etc. Mais un média, normalement, c'est la première vocation des médias, c'est d'informer. Et ce genre de cas, par exemple, d'emprisonnement de blogueurs, c'est une information capitale et importante. Oui, quoi. Dans un pays qui fait des déclarations par ailleurs, vous soulevez tout à l'heure la déclaration de Sellal, moi j'ai soulevé aussi, elle a fait déclaration en Arabie Saoudite, hein, qui parle par paragon de la démocratie, etc. Incroyable. Donc voilà, donc sa déclaration, elle vaut son pesant de cacahuètes. Donc justement, moi, si je dois un peu, comment dire, mettre les gens devant leurs responsabilités, ça sera plutôt du côté de la presse. De la presse, comment dire, privée, la presse, parce qu'on parle de presse indépendante, mais moi j'ai toujours parlé de presse privée. Mais la presse, Faisal, la presse, très franchement, on la connaît, la presse. La presse, je m'excuse auprès des confrères, mes confrères, que je connais, avec lesquels j'ai travaillé, dont je connais la valeur, mais qui sont pris en otage, ils n'ont pas le choix. Même s'ils écrivent, leur papier ne passe pas. On sait comment ça se passe. Mais sinon, la presse qui est sur le terrain, la plupart des grands titres, qui reçoivent des grands prix en Occident pour leur liberté de ton. Mais on sait comment ça se passe dans la réalité. Pendant les années rouges ou les années noires,
il recevait des injonctions comment écrire, il recevait même des billets écrits, tout préparés. Il n'avait qu'un sens prédéfini à l'avance et il marchait comme un seul homme. Et puis est venu le temps actuel où c'est la pub. Il fonctionne à la pub, à la carotte ou au bâton, on les ferme, on leur demande de payer leur dette d'imprimerie. On sait comment ça se passe, en fait. Je ne jette pas la pierre sur mes confrères de la presse. Moi, je parle des grands patrons voilà, de la presse. Voilà, j'ai toujours fait le distinguo entre les grands patrons et les journalistes, où il y a des journalistes vraiment honnêtes, intellectuellement, qui font leur travail, du moins ils essayent. Sauf que la donne a changé depuis quelques années. C'est ce que je reproche, c'est que actuellement, même si c'était l'une des raisons où au départ j'avais dans l'idée, justement, quand j'ai discuté avec mes confrères, avant de lancer Algérie Focus en ligne, c'était justement discuter. Le problème, c'est que liberté d'expression, il y a certains articles qui ne passent pas parce que voilà, on est pris on est pris soit la carotte et le bâton, comme je disais tout à l'heure, soit c'est l'ANEP qui ne donne pas de la pub, ou soit on leur ressort l'ardoise de l'imprimerie, comme ils ont fait récemment avec le Chorok. Je pense qu'il doit, je ne sais pas combien de milliards voilà, donc ils les tiennent. Sauf que un journaliste en tant que tel, il sait que l'article ne passe pas, mais il peut toujours passer un coup de fil, mais si ça se passe dans son quartier, on a le 3G maintenant, le portable filmé, passé sur Internet. Donc le prétexte que je ne peux pas, parce qu'on ne me passe pas l'information, il ne tient plus comme argument, je veux dire maintenant. Exact. Et combien de journalistes algériens ont de blogs actuellement? Et justement, la presse Internet, les sites, les journalistes qui ont des blogs, pourquoi ça ne se démarque pas justement? Pourquoi justement ces journalistes, nos confrères, qu'on plaint pour être pris en otage quelque part, pourquoi quand ils sont sur leur blog, sur leur site, ne sont-ils pas libres? Pourquoi ils ne se défoulent pas? Pourquoi ne disent-ils pas ce qu'ils doivent dire et ce qu'ils ne peuvent pas dire dans leurs titres respectifs? En fait, c'est un peu dur En fait, c'est pas le fait de les juger, mais c'est un peu dur parce que comme moi je vis à Paris, j'ai moins de contraintes que quelqu'un qui vit en Algérie, mais j'y vais souvent. Et même les journalistes, ils ont peur, énormément peur, parce qu'une fois on leur colle l'étiquette, parce que c'est ça un peu le problème en Algérie, c'est qu'il faudrait toujours mettre quelqu'un dans une case. Il y a des gens qui sont juste des militants, ou c'est des journalistes qui font leur travail, ils prennent la défense d'ailleurs, peut-être c'est un islamiste qui a été victime d'une injustice, ça peut arriver, comme un démocrate ou un progressiste, etc. Mais s'il va défendre cet islamiste, à un certain moment, on va lui mettre une étiquette. Il n'y a aucun d'autre pays, il risque des ennuis. Et voilà, il risque des ennuis, etc. Moi, j'en parle comme ça. Vous savez, ce discours, je le tiens, y compris avec nos collègues de là-bas. On parle comme ça. Ça veut dire qu'ils reconnaissent. Ils reconnaissent et ils vous disent, tu sais, tu connais la vérité, tu peux pas. Tu peux pas. Il y a ce phénomène-là. Moi, je pose des questions parce qu'il faut les poser. Il y a ce phénomène-là. Il y a un autre, ce que j'ai observé, qui est vraiment trivial. C'est qu'à un certain moment, maintenant, les journalistes, c'est rare le terrain, c'est qu'ils se mettent derrière une chaise, ils sont généralement sur Facebook. La presse de clavier. Voilà, donc du coup, je mettrais ça sur le compte de la fainéantise. C'est sortir, aller chercher l'information, écrire, tenir un blog, etc. Non, il fait ses 2-3 piges, il y a son petit salaire qui tombe à la fin du mois, il va prendre son café ou sa bière ou ce qu'on veut, puis il rentre chez lui, quoi. Donc avec les salaires qu'ils perçoivent. Voilà, ils ont réussi quand même à démotiver les faiseurs d'opinion. Et les faiseurs d'opinion, c'est généralement, maintenant, c'est le journaliste. Bon, parce que j'observe, l'opinion, ce n'est pas le journaliste qui fait l'opinion, c'est l'opinion publique qui fait l'opinion que le journaliste reprend. Oui. Donc les choses sont inversées. Ça, c'est un peu la magie d'Internet aussi. Donc voilà, c'est pour l'argument. Il y a aujourd'hui un web journalisme. Il y a un journalisme d'Internet. Oui, on en avait fait un dossier, le journaliste d'Internet. En fait, il y a les gens, ne serait-ce que peut-être ils filment quand il se passe un événement en Algérie, ils son portable, ils filment. Peut-être lui, il n'est pas conscient qu'il est en train de faire du web journalisme. Il fait du journalisme, voilà, comme M. Jourdain. M. Jourdain qui fait du journalisme sans le savoir. Voilà, donc du coup... C'est pour éviter ça, justement. Pourquoi on leur tape dessus? C'est pour éviter ça. Exactement, on tape sur les blogueurs parce que c'est pour éviter ça. Mais je veux dire, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Ça peut pas, s'il y a un seul blogueur, peut-être il y a un blog, il écrit avec son propre nom, peut-être il met sa photo, etc. On va dire il est connu.
Ben, s'il se passe un événement et il y a sur, par exemple, quand ils ont peut-être été chercher ces blogueurs pour les mettre en prison, si tout le quartier, il y a 50 ou 60 portables qui filment, ils ne vont pas mettre 50 ou 60 personnes. Sûr. Voilà, c'est ça en fait. Donc, nous allons aller vers un journalisme citoyen. Je pense qu'actuellement, Internet, et quand je parle du problème de la presse, je jette pas la pierre que pour la presse algérienne, on peut parler de la presse française, de la presse américaine, etc. Tout se passe actuellement sur Internet. En France, par exemple, quasiment tous les journaux, les grands journaux, Le Monde, Libération, etc., ils sont déficitaires. Hein. Ah oui. Et ils n'ont pas un lectorat. Maintenant, l'information se passe sur Internet. Absolument. Les versions papier sont en train de... On l'a vu avec les élections, tout le monde, toute la presse quasiment américaine, les chaînes qui comptent, etc., ils étaient pour Hillary Clinton. Oui, mais ça n'a pas joué. Voilà, donc il y a une crise, vraiment une crise de confiance. Nous sommes à une période charnière, il se passe des choses. Voilà, il y a une crise de confiance dans le politique et tout ce qui est lié aux politiques d'une manière ou d'une autre. Tout ce qui gravite autour. Voilà, donc il y a une prise de conscience. Nous allons reprendre Salah Dabouz. Salah Dabouz, cette histoire de journalisme citoyen, de web-journalisme, vous pensez qu'il va y avoir des choses qui vont changer, que nous aurons droit à une meilleure information, plus engagée, même si elle est anonyme? Vous pensez qu'il va y avoir du changement? Moi, je pense que nous avons le régime en place qui essaye de contrôler toute la société et qui fait beaucoup d'efforts plus d'efforts. Enfin, l'essentiel de son effort est consacré au contrôle de la société plutôt qu'à son développement, pour la simple raison parce que ce régime ne sait pas trouver de solution. Et donc, comme il ne sait pas proposer de solution aux problèmes de tous les jours, et donc son effort est dirigé vers le fait d'éviter que ces problèmes ne soient connus. Et donc, il essaie de contrôler même ce qui nous paraît incontrôlable, qui est l'opinion publique quand elle s'exprime de cette façon sur la toile. Lui, il essaie de l'empêcher de s'exprimer comme ça. Et donc, tant que ce régime reste en place, on va encore subir cette répression à tous les niveaux. C'est-à-dire aujourd'hui, si en octobre, il y avait au moins l'acquis de la liberté d'expression, ou alors on va dire une partie importante des acquis, c'était la liberté d'expression. Ces acquis-là sont remis en cause et on le sent très très bien. Il y a des événements majeurs qui se passent qui ne sont pas repris, ou alors qu'ils sont repris d'une façon vraiment orientée. Par exemple, je prends l'exemple de la fraude électorale. Aujourd'hui, on a tendance à normaliser, c'est-à-dire à en parler, mais juste pour en parler, pas pour dénoncer. Il n'y a pas d'action vraiment digne pour faire face à des phénomènes scandaleux comme le phénomène de la fraude ou les détournements de deniers publics. On a l'impression que les pouvoirs maîtrisent une grande partie des médias qui transmettent l'information, soit qui l'analysent, mais dans le sens de la rendre normale et de faire comprendre aux gens qu'il y a des fautes, mais c'est normal et ça se passe même ailleurs comme ça. On remarque très très facilement que quand il y a un petit scandale entre guillemets en France ou en Europe ou à l'Occident d'une façon générale, des responsables, de très hauts responsables se font un plaisir de le reprendre et pour dire voilà, regardez, ça se passe aussi comme ça ailleurs, donc chez nous c'est normal que ça se passe tous les jours. Si le scandale se présente une fois tous les siècles, par exemple en Allemagne ou en Angleterre, nous on le reprend, les responsables, les hauts responsables le reprennent pour dire ce que vous subissez tous les jours, c'est normal parce que ça se passe ailleurs aussi. Merci Salah Dabouz, en espérant vous revoir bientôt. Je reviens à Milad Gassem pour un dernier mot. Milad Gassem, vous y croyez au journalisme citoyen ? Oui, bien sûr, évidemment que j'y crois, heureusement. J'y crois et pour moi, il revêt plusieurs formes. Encore une fois, il y a la revendication, il y a la critique, mais il y a aussi un travail qui peut se faire en amont, un travail sous-jacent, c'est-à-dire mettre en valeur certaines choses pour peut-être éveiller les consciences ou encore apporter d'autres formes d'information, et tout ça contribue et converge vers un même objectif, c'est-à-dire donner aux citoyens et au peuple le choix et la possibilité plutôt
de choisir et de réfléchir par eux-mêmes. Donc pour moi, il y a plusieurs formes. C'est pour ça que c'est un sujet assez complexe. C'est pas juste comme ça. Donc du coup, oui, j'y crois. Et encore plus en Algérie, j'y crois. Mira Gassem, merci beaucoup. Pardonnez-moi d'avoir écorché votre prénom. Ça arrive de temps en temps. Pas de souci. Non, c'est de ma faute. Merci beaucoup. Vous êtes très aimable. J'espère vous revoir bientôt. Oui, avec plaisir. Merci à vous en tout cas de m'avoir contacté. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Samir, si pendant les années 90, au jour de l'interruption du processus électoral et ce qui s'en est en suivi après, si à ce moment-là il y avait des réseaux sociaux, il y avait Internet, vous pensez que ça se serait passé comme ça s'est passé ? Moi, je dis non. Moi, je suis un fervent défenseur de la liberté d'expression. Moi, je suis très content, depuis le temps que je suis sur Internet, d'avoir accès à un outil, un peu parce qu'on vit à l'étranger. Du coup, on est en France, on a quand même, ça fait déjà une dizaine d'années ou une quinzaine d'années qu'on a un ADSL tout à fait correct à la maison. On continue, etc. Et moi, je dis que, heureusement, qu'il y a l'Internet qui nous permet d'échapper au contrôle ou aux griffes de ceux qui nous gouvernent et qui veulent tout contrôler et qui ne nous laissent pas ni réfléchir en dehors de ce qu'eux ils ont fixé, ni encore moins agir, s'organiser, communiquer, etc. Et du coup, non, s'il y avait l'Internet dans les années 90, ça se serait obligatoirement passé autrement parce que le peuple, il aurait compris. Moi, j'avais... Il n'aurait pas eu de huis clos. 20 ans et quelques années, les années 90, j'étais totalement désinformé. Mais totalement, parce que je n'avais que la presse traditionnelle et les médias traditionnels comme source d'information. Et c'était sous contrôle. Du coup, maintenant qu'il y a l'Internet, ben non, on s'informe, on a un autre son de cloche, on a un autre flux d'informations qui nous permet d'analyser autrement les choses. Et c'est tant mieux. Et il faut défendre la liberté d'expression qu'il y a sur Internet. Merci Samir. Faisal Ansar, en moins d'une minute, nous arrivons à la fin. Est-ce que Internet peut être mis à contribution pour libérer les peuples ? Bien sûr, bien sûr. En fait, la première des choses, c'est libérer les esprits. En fait, c'est les régimes dictatoriaux, c'est ça en fait. C'est une chape de plomb qu'on met sur les esprits des peuples et des gens. Donc les gens, moins ils sont informés, moins ils sont conscients des enjeux, moins ils ont moyen de s'organiser, etc. Donc c'est ça en fait. Si Internet peut apporter quelque chose, c'est à ce niveau-là. C'est justement élever le niveau de conscience des peuples. Élever le niveau de conscience des peuples, c'est déjà en partie gagner la bataille. Merci beaucoup Faisal Ansar, merci beaucoup Samir Bellatesh, merci beaucoup Mira Gassem, merci beaucoup Salah Dabouz, merci beaucoup chers amis d'avoir suivi cette émission. Bqa ala khair, bslama.